Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et on parle pas forcément du Bitcoin pour une fois, on parle pas forcément des altcoins. Bon, il y a plein de personnes qui s'amusent un petit peu justement sur les altcoins à faire plein de vidéos ultra euphoriques. On les laisse faire ça. Honnêtement, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler en fait d'une chose qui est bien plus importante, c'est les comportements humains, la psychologie et ce qui s'est passé sur GameStop, XRP et le Dogecoin, parce que ça pour le coup à mon sens c'est beaucoup plus intéressant en fait de comprendre comment ça a pu se passer, pourquoi ça s'est passé et comment est-ce qu'on peut réellement en profiter sans être dans le troupeau comme malheureusement le sont la plupart des gens. Et on va essayer également de se poser une question, mais en fait est-ce que Wall Street a perdu de l'argent? Est-ce que Wall Street est en train en fait d'être mis à mal par un groupe de particuliers, ou alors est-ce que c'est juste en fait tout simplement un mirage? D'accord. Beaucoup de personnes pensent justement qu'il se passe quelque chose actuellement en fait sur les marchés financiers, mais en fait ça se trouve il se passe absolument rien. En fait ça ne fait qu'enrichir toujours les mêmes. On va vraiment essayer en fait de se poser les bonnes questions et de comprendre un petit peu vraiment qui sont les gagnants et qui sont les perdants et comment est-ce que nous à notre niveau, eh ben, on peut réellement en profiter. Alors, on va commencer en fait par parler de l'affaire GameStop. Alors, GameStop, c'est pas une crypto-monnaie, c'est une action, une entreprise. Donc, c'est une entreprise plutôt qui était plutôt mal en point. Je pense que vous la connaissez. En France, elle a un autre nom, c'est Micromania, qui sont tout simplement des revendeurs de jeux vidéo dans les fameuses boutiques. Donc, ce n'est pas forcément le domaine qui se porte le mieux en ce moment et même qui se portait le mieux avant même la crise du Covid. Donc bon, GameStop, vous comprenez bien, GameStop, Micromania, voilà, on va dire pour les personnes de ma génération, années 90, 95, 2000, oui, on avait en fait l'habitude effectivement d'aller acheter les fameux nouveaux jeux vidéo chez Micromania, en tout cas en France. Donc forcément, il y a un petit peu de sentimental là-dedans. Et ça, c'est très important en fait pour comprendre vraiment le comportement qu'on a pu avoir justement sur GameStop. Alors, juste, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a pas mal de vidéos qui expliquent plutôt bien justement exactement ce qui s'est passé. Notamment une vidéo en fait de Eureka, qui est une chaîne justement sur la finance, qui a plutôt très bien expliqué ce qu'ils ont fait. Moi, je vais vraiment faire la synthèse et plus m'axer sur la partie psychologie et comment on peut avoir des comportements comme ça. Alors, juste GameStop, voilà, c'était une boîte qui allait plutôt en fait mal. En même temps, c'est pas forcément le secteur d'activité qui se porte aujourd'hui très bien. La vente de jeux vidéo en détail comme ça en fait dans des boutiques. Donc les boutiques, ça coûte cher. Il faut justement des vendeurs, il faut du stock. Enfin bref, c'est compliqué dans le monde aujourd'hui où le e-commerce est en train d'exploser. Vous comprenez bien en fait que c'est pas forcément là où on aimerait miser. Et donc forcément, l'entreprise se portait pas super bien et on a eu un certain Ryan Cohen qui est arrivé en 2019 et qui a acheté pour 9 millions d'actions, donc ça représente 13%. Donc ça ne veut pas dire qu'il a pris le contrôle de la boîte, mais par contre, il a commencé à peser assez lourd dans les décisions de l'entreprise. Donc Ryan Cohen, c'est une personne qui a fait fortune, lui, dans le e-commerce et qui justement, en fait, voulait un petit peu redorer l'image de GameStop en apportant ses connaissances par rapport justement à la vente en ligne. Donc, tout de suite, il y a eu un enthousiasme qui est revenu en fait quand cette personne est arrivée. On s'est dit c'est bon, il va redresser la barre et donc le cours de l'action a commencé à remonter. C'est souvent comme ça que ça se passe sur pure spéculation parce que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant en tout cas, il n'a rien fait vraiment pour redresser en fait la barre. Il n'a pas forcément suffisamment en fait de poids pour vraiment prendre des décisions. Il faut qu'il soit convaincant. Il faut que toutes les autres personnes qui peuvent prendre des décisions au niveau du conseil d'administration, justement, l'écoutent. Donc, il a juste un poids qui est important, mais qui n'est pas suffisant. Ce n'est pas lui qui a les rênes vraiment de GameStop. Mais en tout cas, il n'en fallait pas plus pour redorer un petit peu l'image de la boîte et pour que les spéculateurs commencent un petit peu à se positionner en fait sur cette action-là. Donc, l'action reprend un petit peu de la valeur. Bon, jusque-là, il ne se passe pas grand-chose de plus. Et puis, la goutte d'eau, on va dire que c'est en janvier 2021, où là, en fait, on a la FINRA, qui est un régulateur indépendant américain, qui a publié un rapport et qui indique qu'il y a une quantité que eux ils jugent beaucoup trop importante de vendeurs
sur le titre de GameStop. Et c'est là en fait où les choses ont commencé un petit peu à s'enflammer. Donc les vendeurs, on va dire en règle générale pour les particuliers, qui vont en plus être attachés à une entreprise, en l'occurrence là GameStop, c'est vraiment les personnes qu'on déteste. Entendre qu'une personne est en train de miser à la baisse sur un titre que nous on essaye d'acheter, de défendre, forcément ça ne plaît pas. Donc là il y a un groupe qui est en train de se former en fait sur le fameux Wall Street Bet, hein, donc c'est un forum sur Reddit qui a été créé il y a de cela en fait pas mal de temps et qui fait quand même pas mal parler de lui depuis la crise du Covid, où il y a pas mal de petits boursicoteurs en fait qui sont venus et qui s'amusent un petit peu sur pas mal d'actions. On a eu en fait des comportements comme ça sur Hertz par exemple, mais honnêtement des actions comme ça, il y en a eu vraiment beaucoup. Et c'est un petit groupe en fait de Robin des Bois. Robin des Bois, pourquoi? Parce qu'ils sont tous sur la plateforme Robinhood, qui est une nouvelle plateforme qui permet en fait aujourd'hui d'investir, de spéculer sur les actions de manière gratuite. Alors bien sûr le gratuit, on va revenir en fait dessus. C'est gratuit en apparence pour le client, mais c'est un petit peu comme pour ceux qui vont utiliser Google ou Facebook. En apparence c'est gratuit, dans la réalité en fait ce sont vos données qui permettent justement de gagner de l'argent. C'est exactement pareil pour Robinhood. Et donc ces personnes-là se sont mis en tête que c'était pas normal en fait que GameStop soit vendu comme ça en fait par les fonds, par certains fonds d'investissement. Et donc ils se sont dit bon, il faut les faire sortir, il faut leur faire perdre de l'argent, c'est pas normal. Et en fait ces personnes-là sont atteintes, à mon avis, en fait de ce qu'on appelle le tribalisme. C'est quelque chose qui est déjà en fait connu en fait dans les crypto-monnaies. On le voit avec XRP par exemple. Il y a toute une communauté en fait qui est fédérée autour d'un projet. Et dès qu'il y aura une personne qui va commencer à porter atteinte d'une manière ou d'une autre, que ce soit en étant vendeur, que ce soit en critiquant le projet, peu importe, en fait ces personnes vont se sentir littéralement agressées et vont justement répliquer en agressant ces personnes-là. Donc c'est soit par des commentaires, par des insultes, soit en essayant de leur faire perdre de l'argent. Et c'est exactement ce qu'ils ont essayé en fait de faire sur GameStop. Donc là, voilà, il y a une communauté qui s'est dressée, qui s'est dit, voilà, on va faire monter le cours de l'action, comme ça on va les faire sortir. Et en plus de ça, on a eu Citron Capital, qui était justement un des fonds qui était vendeur en fait sur GameStop, qui était un petit peu, on va dire, au bord du gouffre à cause de l'action qui n'arrêtait pas de monter, qui a décidé en fait de tenter un petit peu le tout pour le tout et qui annonce publiquement qu'elle est vendeuse sur ce titre depuis les 20 $. Et alors là, c'est vraiment la goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase, qu'un fonds annonce publiquement être vendeur en fait sur GameStop. Ça a vraiment fait exploser en fait pour le coup là les fanatiques, j'ai envie de dire, qui là se sont dit non mais là c'est hors de question, on va les faire sortir, on va leur faire un short squeeze. Donc le short squeeze en fait c'est tout simplement en fait le fait de tellement faire monter le cours d'une action qu'on oblige au final les personnes qui sont vendeurs à racheter leur position. Je vous rappelle juste que pour être vendeur, il suffit en fait d'emprunter une action ou une crypto-monnaie, de la vendre immédiatement dans l'optique de la racheter ensuite moins cher, et comme ça on fait une plus-value par rapport à ce qu'on va rendre après à la personne qui nous a prêté en fait les titres. Là en l'occurrence, on peut aussi prendre des pertes dans le sens où si jamais l'action prend de la valeur et prend trop de valeur, on se retrouve à avoir une position qui devient insoutenable et donc il faut racheter beaucoup plus cher pour pouvoir rembourser en fait le prêt. Et donc forcément là on fait une perte. Et le short squeeze, ça consiste tout simplement à obliger les gens à le faire, et notamment en créant une rareté au niveau des titres. Parce que bien sûr les personnes qui sont vendeurs doivent racheter en fait les titres, mais si jamais il y a une raréfaction à un instant T, parce que tout le monde se met à acheter et plus personne ne vend, et bien là le prix peut littéralement exploser. Et c'est ça en fait qu'ont essayé de faire justement ces personnes-là. Alors est-ce qu'ils ont réussi? On peut partir du principe qu'ils ont réussi à ce que certains fonds perdent de l'argent. Je dis bien certains fonds. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire que tout le monde a perdu de l'argent dans les fonds d'investissement? À mon avis, c'est tout l'inverse. Alors juste pour se remettre un petit peu dans le contexte et justement pour expliquer un petit peu comment le système fonctionne. Donc, on a eu justement deux fonds qui sont connus et on sait qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Il y a eu Citron Capital et Melvin Capital. Alors, Melvin Capital, on sait qu'ils ont perdu entre 2 et 3 milliards de dollars et ils ont justement été renfloués par
la maison mère qui s'appelle Citadel. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre. Alors, Citadel a aussi en fait des hedge funds qui sont spécialisés dans le trading haute fréquence. Et ça, c'est très important en fait de bien le comprendre. Citadel est aussi une entreprise qui traite une grande partie des ordres de Robinhood. Robinhood qui est la plateforme qui est utilisée justement par les personnes du Wall Street Bet pour acheter les actions, et là en l'occurrence l'action de GameStop. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ces personnes-là en fait font perdre de l'argent à Melvin Capital, qui en fait appartient, on va dire, à Citadel, eh bien ils ne comprennent pas en fait qu'en faisant ça, ils enrichissent Citadel, qui va certes prendre une perte d'un côté à cause de Melvin Capital, mais qui va prendre également pas mal d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils font du trading haute fréquence et parce qu'en plus, c'est eux qui récupèrent en grande partie les ordres de Robinhood. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Robinhood aujourd'hui ne facture pas à ses clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, des entreprises comme Citadel vont payer Robinhood pour récupérer en fait tous les ordres qui vont être passés en fait sur la plateforme. Et s'ils les payent, c'est parce que ces ordres ont de la valeur en fait pour Citadel. Pourquoi? Parce que justement, ils font du trading haute fréquence et en étant capables de récupérer tous les ordres qui vont être passés, ils vont avoir une fraction d'avance sur les autres pour après justement correctement positionner en fait leur bot sur le trading haute fréquence. Donc concrètement, quand on a toutes ces personnes de Wall Street Bet en fait qui vont prendre plein de positions sur GameStop, on va avoir Citadel qui va gagner beaucoup d'argent grâce justement à ces prises de position, parce qu'ils vont avoir un tout petit peu d'avance et les bots, vous savez que dans les trading haute fréquence, c'est vraiment à la nanoseconde près, vont pouvoir justement gagner beaucoup d'argent, sachant en plus que ces mouvements qui provoquent pas mal de volatilité sont ultra favorables au trading haute fréquence. Donc d'un côté, on a Citadel qui va certes devoir renflouer un petit peu Melvin Capital parce que eux pour le coup ils ont pris une perte, mais de l'autre, ils vont gagner beaucoup d'argent grâce à l'afflux en fait d'ordres qui va venir en fait de Robinhood et également grâce à la volatilité qui va exploser en fait sur le titre de GameStop. Donc d'un côté en fait on pense que on fait perdre de l'argent à des gros, mais en fait dans la réalité à mon avis, là j'ai pas les chiffres exacts de combien est-ce qu'ils ont pu gagner en fait sur l'opération, mais quand on voit la volatilité qu'il y a eu, honnêtement à mon avis ils ont gagné beaucoup plus que ce qu'ils ont dû perdre en renflouant Melvin Capital. Donc ça, il faut le comprendre. En fait, il ne faut pas juste se dire c'est génial, on fait pumper en fait une action, donc forcément tous les mecs qui sont vendeurs vont perdre de l'argent. Vu qu'on est en fait dans un système qui est complètement connecté, en fait, on a juste quelques entreprises qui vont certes prendre quelques petites pertes par-ci par-là, mais qui de l'autre côté vont se gaver. Et je ne parle même pas en fait de ceux qui font du trading sur la volatilité, qui eux pour le coup vont également se gaver parce qu'en fait ils s'en foutent complètement en fait de savoir qu'une action monte ou baisse vu qu'ils tradent la volatilité. Il faut juste qu'il y ait de la volatilité, c'est exactement ce qu'on a eu en fait sur les titres comme GameStop par exemple. Donc vraiment, d'un côté ils perdent un petit peu d'argent, quelques milliards, mais de l'autre ils compensent et ils gagnent beaucoup plus d'argent grâce au trading haute fréquence, grâce au trading sur la volatilité, notamment de l'arbitrage sur la volatilité. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est pas en jouant à ce jeu-là en fait qu'on risque d'impacter Wall Street. D'accord? Wall Street, c'est les banques d'investissement, c'est les fonds, les hedge funds, c'est le trading haute fréquence, c'est tout ce que vous voulez en fait que vous ne pouvez pas battre. D'accord? Et en fait, aujourd'hui, ce qui est assez ironique, c'est que Wall Street Bet, c'est des groupes de personnes qui veulent battre Wall Street à leur propre jeu. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est comme jouer à un jeu en étant sûr de perdre. C'est comme jouer au casino en fait. C'est littéralement ça. C'est en gros, on pense pouvoir gagner et en fait non. Au final, on va forcément perdre. La seule solution aujourd'hui en fait, si on veut vraiment battre Wall Street, en fait, ce serait de complètement changer le système et les règles du jeu. Donc, si on joue aux mêmes règles, concrètement, vous allez juste en fait tout simplement perdre. Dans l'histoire, il y a quelques personnes qui ont gagné beaucoup d'argent. Il y a des traders qui ont dû également gagner beaucoup d'argent. Et dans tous ces groupes de Wall Street Bet, à mon avis, en fait, dans tous les particuliers qui ont acheté comme ça aveuglément, en fait, comme des moutons, c'est littéralement ça. À mon avis, il y en a très peu en fait qui ont dû gagner.
certaines personnes qui ont dû gagner, qui vont afficher en fait justement leur gain pour dire aux autres et regardez, moi j'ai réussi à gagner, vous aussi. Mais en fait dans la réalité, la plupart ont justement acheté super cher et ils ont permis à quelques gros de pouvoir sortir. Donc ça ils l'ont fait sur d'autres actions comme Nokia, BlackBerry, AMC et pas mal d'autres actions qui se sont fait démonter en fait par le Covid. Et en fait ces personnes-là en fait pensent que en faisant des groupes, en fait pour moi c'est un groupe de pump and dump. Donc en fait ces personnes pensent qu'en faisant juste pumper le prix, ça va changer les choses. Mais absolument pas. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'en fait ce groupe-là, qui voulait en fait défendre GameStop parce que c'est un petit peu, voilà, c'est sentimental. Au final, est-ce qu'ils aident GameStop en faisant ça? La réponse est non, absolument pas. GameStop ne va même pas vraiment en profiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, cette montée en fait de prix, elle n'est pas soutenable. Pourquoi? Parce que pour qu'elle soit soutenable, il faudrait qu'on ait un afflux systématique d'acheteurs. Or, là en fait, on a juste à un instant T beaucoup d'acheteurs qui vont arriver. C'est génial, le prix va augmenter. Mais arrivé à un moment, le mouvement va s'essouffler. Et quand il va s'essouffler, boum, le prix va retomber. Donc GameStop pourrait en profiter éventuellement en se disant ok, on va faire une levée de fonds. On va émettre en fait des titres qu'on va essayer en fait de vendre au prix actuel qui peut être extrêmement élevé. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aurait une éthique à faire ça? Parce que même aujourd'hui, GameStop, ils savent très bien en fait que leur action ne vaut pas en fait la valeur actuelle. Donc le vendre à ce prix-là, est-ce que ce serait vraiment éthique en fait de le faire tout en sachant qu'il y a énormément de chances pour que l'action retombe? Donc au final, en fait, ça aide qui de faire ça? Ça aide juste les gros fonds, les hedge funds qui traitent la volatilité, qui font du trading haute fréquence. Ça aide les traders qui savent justement profiter en fait de ces mouvements-là, ceux qui font du scalping ou du day trading. Ça aide les gros qui s'étaient en fait positionnés sans pour autant être complices, mais qui étaient positionnés en fait de manière assez lourde sur GameStop, qui ont sûrement dû récupérer pas mal de plus-value. Mais c'est tout. En fait, ça ne va pas beaucoup plus loin en fait que ça. Donc concrètement, ça sert absolument à rien parce qu'en fait, on joue à un jeu dans lequel on perd à coup sûr. Voilà. Donc j'ai fait une petite synthèse. Il y a encore plus d'infos sur donc, la vidéo de la chaîne de Eureka. Donc je vous invite vraiment, en tout cas si ça vous intéresse vraiment ce sujet, il explique extrêmement bien justement tout ce qui s'est passé et je m'en suis justement un petit peu inspiré pour vous refaire un petit peu cette synthèse. Maintenant on va plus parler en fait de ce qui s'est passé du côté crypto parce que justement en fait là on voit l'opportunisme sur le XRP et également ce qui s'est passé en fait sur le Dogecoin. Honnêtement là on va plus parler de ce qui s'est passé en fait sur XRP. Alors tout ce que je vais dire n'a rien à voir avec les fondamentaux de Ripple, des produits Ripple, etc. Tout ça, honnêtement, ce n'est pas important. On va uniquement se concentrer sur XRP et sur ce qui s'est passé avec le pump and dump. Voilà. Mais techniquement, ce n'était pas l'objectif. Avec le groupe Telegram qui s'est formé pour faire un pump and hold XRP pour justement essayer en fait de combattre de nouveau la SEC qui a fait chuter en fait, en tout cas, c'est ce que ces personnes-là pensent, la SEC qui a fait chuter en fait la valeur de l'XRP. Donc c'est un petit peu pour combattre tout ça. Alors, il faut savoir que XRP, bon, il s'est passé plein de choses. On a eu un énorme pump. On a eu ensuite, comme par hasard, quelques semaines après, une annonce de la SEC qui justement attaquait Ripple pour avoir vendu en fait des XRP. Et bien sûr, il n'en fallait pas plus pour que l'être humain réagisse et se mettent à paniquer et à vendre massivement dans l'excès, comme toujours. De toute façon, ça je l'avais dit en fait, notamment dans ma lettre d'investissement que j'avais envoyée à ce moment-là. J'avais clairement indiqué qu'il n'était plus du tout le moment en fait de vendre ces XRP, qu'on était en fait beaucoup trop allé dans l'excès, autant par le haut que par le bas. Les êtres humains vont toujours en fait dans l'excès. Et j'avais clairement indiqué en fait que honnêtement, on était plus sur un niveau d'achat qu'un niveau de vente. Et justement, si vous voulez vous inscrire, n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas encore inscrits, le lien est juste dans la description. La prochaine lettre sera envoyée dès ce lundi, donc demain. Donc concrètement sur XRP, on a eu un magnifique pump, puis après un dump à cause de la SEC, après le prix a un petit peu végété, et on a eu ce fameux groupe qui a
à mon avis, qui est un groupe d'opportunistes qui a profité un petit peu de la vague justement de ce qui se passait avec Wall Street Bet, sur ce qui s'était passé sur Nokia, sur BlackBerry, sur AMC, sur Hertz et sur GameStop, entre autres. Il y en a eu pas mal en fait des actions justement comme ça qui ont été pumpées en fait, même l'argent a été pumpé en fait, mais qui à chaque fois se solde par du pump and dump. Et ça, il faut bien le comprendre. Et donc, il y a eu un groupe d'opportunistes, à mon sens, qui sont arrivés avec un groupe Telegram. Donc, un groupe Telegram qui avait plus de 200 000 personnes. Et vu que c'est bloqué à 200 000 personnes sur les canaux en fait, d'annonce Telegram, ils ont même créé un autre groupe. Au total, il y avait au moins 300 000 personnes dans les deux groupes Telegram qu'ils ont pu créer, avec une date qui était le 1er février 2021 à 14h30 heure française. Il fallait acheter l'XRP et ne surtout pas le vendre pour le faire pumper et que la valeur en fait puisse se maintenir en ne vendant surtout pas. Voilà un petit peu l'idée, d'accord? Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, à titre personnel, l'XRP, je le surveillais un petit peu comme de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que, comme je vais vous le dire, pour moi, on avait été beaucoup trop en excès vers le bas. On était en fait en train de ranger et de consolider. Et donc pour moi, en fait, il manquait pas grand-chose pour que l'XRP puisse repartir. Alors moi, je pensais qu'on aurait sûrement une news positive par rapport à ce qui se passe avec la SEC, parce que je pense que clairement, c'est un coup monté. Mais ça, j'en parlerai sûrement en fait avec, dans une autre vidéo avec Georges de la chaîne Slashcoin. Donc là, j'en parle pas trop aujourd'hui. Mais en tout cas, d'un point de vue trading, vraiment, je la surveillais. Là, en fait, je vous mets le graphique de l'XRP contre le Bitcoin, parce que c'est ma stratégie en fait de trader justement les alts contre le Bitcoin. Et clairement, je le surveillais. Et le 29, donc, vous voyez, vraiment, juste avant la date fatidique du fameux pump, on a eu un premier mouvement. Et là, je vous ai mis un petit peu l'encadré en jaune. On a eu un premier mouvement où là, j'ai une alerte qui sonne et je me dis, tiens, XRP est en train de partir, mais j'étais pas chez moi. Donc, la première règle, c'est déjà en fait que je ne trade pas quand je ne suis pas en fait chez moi. Et en plus de ça, je me suis dit, bon, ben, je vais attendre la clôture au moins en 2 heures, voire en 4 heures, pour voir un petit peu si c'est pas juste un faux signal. Et puis, au final, j'ai bien fait. Vous voyez qu'on a une grosse mèche qui retrace et qui va clôturer en dessous de la zone de résistance. Je me dis, bon, mais faux signal. Sauf que ce faux signal, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé en fait que déjà, tous ceux qui devaient être short sur XRP, en présage qu'il y a encore une news négative sur entre la SEC et Ripple, et que le prix clairement pourrait baisser en fait sur des nouvelles news négatives, là ils sont fait sortir. Pourquoi? Parce qu'en général en short, on met son stop sur le sommet et clairement on voit que le prix il est allé au-dessus en fait des différents sommets locaux qu'on a pu avoir par le passé. Mais en plus de ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont mettre ce qu'on appelle des stops achats, donc qui vont mettre des ordres d'achat qui vont se déclencher uniquement si le prix commence à partir. Et vu que là on a fait un nouveau plus haut par rapport au range, c'est certain qu'il y a pas mal de monde qui ont dû se faire exécuter et qui ont dû passer à l'achat. Et après, il se passe quoi? Il se passe que ça plonge. Donc là, le prix retombe fortement et il vient racler en fait les stops. Voilà, c'est vraiment, ça c'est une préparation de mouvement beaucoup plus important. C'est typique. On manipule un petit peu le marché. On fait justement rentrer les gens à l'achat. On fait sortir les mecs qui sont stop. Mais à mon avis, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde qui devait être short sur ces niveaux-là. Je pense qu'il faut être un petit peu taré en fait pour shorter un marché qui a déjà autant baissé. Donc je pense que c'était plutôt pour aller chercher en fait les stops achats et après les faire sortir en faisant chuter quand même violemment le prix en allant justement chercher les stops de ces mêmes personnes. Donc là je me suis dit bon là ils ont dû faire le ménage. Donc s'il y a de nouveau un signal d'achat, là je vais rentrer. Et c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu de nouveau après une hausse. Et là, on a eu une belle cassure justement de la zone de résistance. C'est là justement où moi, je me suis positionné et j'ai même partagé en fait le trade dans mon groupe privé. Et ensuite, c'est parti. À ce moment-là, j'avais aucune idée de ce qui se passait avec le groupe de Pump and Dump. Donc ça veut dire que je n'étais même pas au courant qu'il y avait un groupe qui voulait faire pumper en fait la valeur de l'XRP. C'est justement en fait dans mon groupe privé qu'il y a des personnes qui me l'ont partagé. Et là, je me suis dit, tiens, comme toujours, de toute façon, les graphiques nous permettent d'être systématiquement en avance sur ces choses-là.
Et même c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les news, les graphiques en général nous donnent déjà suffisamment d'informations. Et là je me suis dit bon mais c'est plutôt clair en fait. Il y a un groupe de personnes qui a fait le ménage justement un jour avant, qui justement commence à refaire partir en fait le prix quelques heures, quelques jours même avant, la fameuse date précise où XRP devait en fait pumper, parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'être humain il est cupide et il ne va pas attendre la date fatidique pour acheter. Il va se dire non mais moi je suis plus malin que les autres, moi je vais acheter avant, comme ça je vais acheter moins cher, comme ça après tous les gens vont acheter à l'heure qui est indiquée et le prix va vraiment s'envoler et je vais gagner plein d'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout le monde spécule, tout le monde anticipe le mouvement et donc ça veut dire qu'en fait le pump il a lieu avant la date fatidique que justement j'ai pu vous donner, qui était en fait le 1er février à 14h30. En fait dans la réalité le pump il a lieu le matin et à partir de midi on commence déjà à avoir des signes de faiblesse d'un XRP qui a déjà énormément augmenté et moi j'étais en train de surveiller en fait de très près XRP parce que je me suis dit bon mais c'est plutôt simple en fait, mais en fait rien n'est vraiment simple. Je me suis dit c'est simple, les baleines, les gros qui ont justement anticipé tout ça, qui ont fait que les gens se mettent à acheter massivement en faisant monter le prix bien avant, ils vont pas se mettre à vendre avant la date parce que eux ils ont besoin en fait d'un afflux de liquidité et ils ont besoin en fait de tous ces moutons qui vont acheter tout bêtement de l'XRP à l'heure qui était indiquée pour justement correctement sortir de leur position. Donc je me suis dit je vais vendre pile à 14h30 parce que je pense que ce sera là en fait le top du marché. Et au final, heureusement que je surveillais en fait de très près XRP en 15 minutes parce qu'en fait le signal s'est produit quelques heures avant justement la date précise et l'heure précise à 14h30. Là je vous mets en fait le graphique justement en 15 minutes. Donc ce qu'il faut chercher en 15 minutes c'est quoi? C'est des gros qui commencent à vendre. Donc ça, en fait c'est vraiment le signal de fin. Ça veut dire c'est bon. Les gros portefeuilles qui ont acheté beaucoup plus bas, ils commencent à liquider. Donc s'ils commencent à liquider, ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus bas et que le dump va commencer. Et là, je vous le mets en 15 minutes. Là, on le voit. On a eu justement une consolidation au niveau à peu près des 76 centimes pour l'XRP. Et en quelques minutes, boum, on a un premier gros vendeur qui arrive. On a une énorme baisse de 20%. Alors, ça retrace un petit peu. Et pour moi, c'est le signal de vente. Et donc, moi, je suis sorti à peu près dans les 65 centimes de l'XRP. Et clairement, voilà, ça voulait dire c'est fini. Vous voyez, l'heure, c'était à midi. Donc, 2h30 avant justement le fameux pump qui n'a pas eu lieu, comme je pense que vous vous en doutez. Et au final, il se passe quoi? Il se passe qu'à l'heure fatidique, en fait, tout le monde se rend compte que tout le monde s'est fait avoir. Enfin, tout le monde, non pas tout le monde, mais beaucoup de personnes sont fait avoir, ont sûrement acheté bien plus cher en fait que le prix auquel le XRP est allé chercher. Et en fait, à 2h30, le prix s'est déjà complètement effondré. Et en fait, à mon avis, je l'espère en tout cas, il y a plus grand monde qui l'a acheté parce que je pense que tout le monde s'est mis à acheter avant en voulant anticiper justement le mouvement qui n'a pas eu lieu. Voilà. Donc juste pour vous expliquer en fait à quel point est-ce que ces groupes-là en fait permettent à quelques gros de se gaver littéralement, de gagner vraiment beaucoup d'argent, permettent aux traders comme moi par exemple de pouvoir en profiter. Mais moi je récupère des miettes par rapport aux gros qui peuvent manipuler le marché, qui peuvent faire des gros mouvements et qui peuvent justement faire que ils vont pouvoir gagner. Là, c'est plus des dizaines, voire limite des centaines de millions de dollars sur justement le dos en fait de tous ces particuliers qui voulaient redorer un petit peu l'image de l'XRP parce qu'ils n'ont pas apprécié du tout en fait le fait que XRP ait perdu autant de valeur à cause de la SEC qui attaque Ripple. Mais de nouveau en fait, comme pour GameStop, qui sont les gagnants en fait dans l'histoire? Et c'est pas les petits. Mais croyez pas en fait que ce sont les petits, ce sont les gros qui jouent justement sur les émotions, qui jouent en fait sur ces groupes moutonniers. Pour moi, ce sont vraiment des moutons. Je veux dire, pour se mettre en fait dans ces groupes-là et se mettre à acheter tout bêtement parce qu'il y a des personnes qui vous disent en fait d'acheter, il faut être un mouton. Enfin vraiment. Et en général, le mouton, il est toujours perdant. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Donc sur XRP, en fait, dans des mouvements comme ça, le seul moyen de gagner, c'est
soit en fait d'être pas trop stupide et de se dire bon ben là ça a pris X%, en plus dans quelques heures ça va être le fameux pump. Tout le monde va justement se dire tiens il faut acheter, mais en fait non. Les gros vont se mettre à vendre pour récupérer justement l'afflux de liquidité, donc on vend sur ces niveaux-là. Je connais justement des holders qui ont enfin pu vendre à des niveaux corrects leur XRP. Les traders, ben forcément ils se sont gavés en fait. Les gros portefeuilles, ils se sont gavés. Et tous les particuliers dans ces groupes-là qui pensaient en fait qu'ils pouvaient juste faire pumper en fait le prix et ne pas le faire baisser, et ben ils sont de nouveau en fait fait avoir par le marché. Voilà. Donc morale de l'histoire, les particuliers ben en fait sont juste les dindons de la farce, hein, littéralement. Je suis un petit peu cru en fait dans mes mots, mais honnêtement il faut dire ce qui est. Les particuliers dans l'histoire sont les dindons de la farce. Ils ne servent qu'à enrichir de nouveau les plus riches. Et on l'a vu avec les volumes d'échange. Les volumes d'échange à ce moment-là étaient plus importants sur Binance que même les volumes d'échange sur le Bitcoin. On était à peu près à 4 milliards, et je parle que de la paire XRP-USDT, 4 milliards de volume en une journée uniquement sur Binance, uniquement sur la paire XRP-USDT. C'est pour vous dire à quel point est-ce que justement tout ce qui a été orchestré en fait par les gros a parfaitement fonctionné. Ils ont pu acheter tout en bas. Et ils ont pu attendre tranquillement que la liquidité arrive pour sortir tout ce qu'ils voulaient sortir. Et là, ils n'avaient aucune difficulté à vendre. Après, ils font bien sûr baisser en fait le prix qui baisse de manière après extrêmement forte. Pourquoi? Parce que les particuliers se disent tiens, je me suis fait avoir. Ah ben non, je ne vais surtout pas holder vu que c'est en train de s'effondrer. Je vais vendre. Et donc, ça fait un effet boule de neige où le prix s'effondre littéralement. Donc, de nouveau, voilà, les particuliers sont juste les perdants. Les riches sont de plus en plus riches et les personnes qui pensaient justement par idéologie, hein, même je pense que certaines personnes se sont dit ouais on va faire pumper en fait XRP parce que Ripple par ses fondamentaux c'est bien. Est-ce que vous pensez vraiment en fait que faire ça favorise vraiment Ripple, ça met en avant XRP, mais absolument pas. En fait, ça lui donne juste une exécrable image d'une crypto-monnaie en fait qui est ultra manipulable et avec laquelle on s'amuse à faire des pump and dump. Voilà. Et ça, je pense absolument pas en fait que ce soit une image que les personnes qui aimeraient en fait donner à Ripple soit ce qu'ils ont envie en fait qu'on leur donne. Donc ça, c'est tout sauf bien. Et de nouveau, je le répète, fuyez en fait ces groupes. Fuyez ces groupes-là et ne pensez pas en fait que des groupes comme ça en fait qui prédisent, qui veulent faire à l'avance des choses, sont des choses qui peuvent être bénéfiques pour vous. L'être humain va toujours vouloir anticiper et au final il faut toujours rentrer au début du mouvement et certainement pas en plein dedans et encore moins sur les plus hauts. Donc j'espère que c'est clair par rapport à tout ça, hein. C'est que de la psychologie de nouveau, hein. Mais voyez à quel point est-ce que les gens sont manipulables et à quel point est-ce que les gens adorent les groupes moutonniers, hein. C'est un truc de fou à quel point on se dit quand même comment des groupes comme ça peuvent avoir autant de personnes dedans. Alors bien sûr que dedans, il y avait en fait des touristes qui venaient en fait juste pour regarder un petit peu ce qui se passait, pour essayer en fait d'en profiter, bien évidemment. Mais concrètement, je ne vois pas trop l'intérêt en fait du groupe parce que pour moi en fait, vu que c'était un pump prévu à une heure précise, en fait le groupe il servait à rien parce qu'on savait exactement en fait qu'il fallait juste acheter à une heure et à une date précise. Donc le groupe pour moi servait pas à grand chose, mis à part aux administrateurs en fait qui n'arrêtaient pas de chiller, de dire les gars il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, Ripple c'est magnifique, et en fait ils voulaient juste faire pumper en fait le prix, à mon avis pour leur propre intérêt et pour l'intérêt en fait de certains qui ont pu bien en profiter. Morale de l'histoire, qui est-ce qui gagne toujours en fait dans ces conditions? Ce ne sont pas les particuliers qui veulent se la jouer à Robin des Bois. Et en plus, si vous voulez vraiment se la jouer à Robin des Bois, les particuliers en fait qui gagnent de l'argent, eh ben, ils devraient prendre leur plus-value pour les donner à des œuvres caritatives. Parce que c'est un petit peu ça en fait le principe de Robin des Bois, hein. Donc là, c'est plus la cupidité humaine, c'est gagner de l'argent sur de la spéculation et sur le dos en fait de pas mal de petits particuliers qui n'y comprennent rien et qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent et ils se font juste en fait tondre comme les moutons. Voilà. Donc c'est pas pour rien qu'on parle de groupe moutonnier. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Bon, j'ai été un petit peu cru en fait, mais je pense qu'il faut quand même comprendre les choses. Et moi en fait, j'en ai marre en fait que les gens se fassent littéralement avoir toujours par les mêmes choses.
toujours par les mêmes types de comportements et j'en ai marre en fait de voir les gens mais systématiquement se faire avoir en fait parce que là vraiment les gens se font avoir et par toute une complicité en fait de pas mal de youtubeurs, de médias qui ont relayé en fait tout ça et qui à mon sens sont complices d'une manière ou d'une autre de ce mouvement là en fait qui n'a fait qu'engraisser toujours les mêmes. Voilà. Donc de nouveau, si vous voulez en fait que les choses changent, ne jouez pas à un jeu dans lequel vous êtes perdant d'avance, sinon vous allez juste perdre. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Donc une nouvelle leçon qui à mon sens a été apprise, je l'espère, par certains qui ont dû sûrement perdre de l'argent. Mais en tout cas, je pense que là, une bonne piqûre de rappel, je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc j'espère que c'est clair, que vous avez maintenant un petit peu plus compris tout ça et compris en fait que les particuliers n'ont rien gagné, ne vont rien changer et n'ont pas en fait fait perdre de l'argent à Wall Street ni au gros portefeuille. Hein. Un petit peu de perte, mais de l'autre côté, beaucoup plus de gains. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas le dindon de la farce et ne perdez pas tout bêtement votre argent sur ces groupes de pump and dump. Pour le Dogecoin, c'est exactement pareil. Donc s'il vous plaît, vous comprenez, il faut bien comprendre que tout ça en fait, ça ne profite qu'à certains qui ont des gros intérêts financiers et qui vont gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est pas le petit particulier avide de richesse qui veut devenir riche qui malheureusement va vraiment en profiter. Allez, j'espère que c'est clair. Je vous dis bon dimanche à tous. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Analyse du Bitcoin qui sera réalisée également sur ma lettre d'investissement. Mais forcément, il ne s'est pas passé grand-chose. On est encore en train de consolider, mais on fera le point dès lundi dans la lettre. Allez, bye bye!